Bien, balado mensuel à propos de la gestion, planification financière et fiscale. Vos autres pour ce même, François Doyon-La Rochelle avec PWL Capital pour l'épisode numéro 80, stratégie de planification fiscale dans les marchés financiers. Salut! Ça va super bien, et toi? Bien, merci. Eh bien, on aborde les stratégies de planification pour les investisseurs dans les... comme le savent nos traditions annuelles dans notre podcast fin d'année. On a ce podcast en octobre, mais elle a décidé de présenter son budget. Historiquement, là, les budgets fédéraux au mars, suivis peu à provinciaux. Alors, James a annoncé dans le dernier budget fédéral. Mais François, pas grand-chose. Des mesures applicables avaient déjà été 4 lorsque le gouvernement, la réduction d'impôts, en fait, c'est des tranches au Canada, Oui. imposées à 14%. Mais ça coûte même avec le crédit d'impôt non remboursé. Garantir que les partis le budget impôt supplémentaire non remboursé. Je devrais ajouter que on annonçait modifier les règles, soit réduire les pourcentages ou remettre et ça n'a pas été dans le budget d'exception. La planification autour des filles pour les gens qui ont compliqué. Et si on a une règle fiscale où ils doivent, tous les 21 ans, un rapport d'impôt intégral. Mm-hmm. La nouvelle règle promet de questions parce que les fiscalistes ont développé permettait de transférer des biens afin de contourner fiscal. Fait que ça, d'ajouter des nouvelles manœuvres. Fait que mineur, j'ai dit plutôt, François, c'est vraiment de changement. Oui, donc je pense que c'est une certains égards. Surtout Streux, l'année dernière, qui proposait des nouvelles mesures de l'impôt sur le gain en capital en œuvre. James, aux auditeurs, que les informations sont de nature générale, version plus détaillée de la situation financière pour donner des recommandations. Les auditeurs doivent consulter leur portefeuille et leur plan de recommandations qui leur sont. James, on va donc passer à la situation fiscale de fin d'année. Bien, François, je sais par rappeler, lorsque nous parlons de fiscalité, une approche. Ça, c'est un concept qui est minimiser l'impôt à tout prix. Par optimisation, tant réfléchir non seulement, mais aussi penser à plus long terme. Planifier leur fiscalité, de leur revenu personnel, mais aussi les années futures. Souligner dans notre podcast que les devraient considérer qu'ils constituent dans 3 paniers planifiés. Oui. On peut visualiser qui sont à imposer et les faire. Les comptes rire et faire sont en d'impôt marginal. Le deuxième panier détenu pour des feuilles. Puis on visualise dans le panier de droite. Cumule des actifs dans des sociétés entrepreneurs aux compagnies opérantes ont généré ils les ont transférés une compagnie, les actions de leur compagnie. On a beaucoup de clients dans ce genre de... quand on a peuvent prendre la forme de dividendes non imposables capital, des dividendes admissibles ou non, des taux d'impôt, coûts de planification, et donc nous, les gestionnaires et les comptes. Enfin, les CELI et les comptes personnels, ces comptes, ils ont un plus faible que les retraites de la compagnie de portefeuille. D'illustrer les choses fonctionnent très aux clients. Là. Maintenant, que doivent leurs impôts sur le revenu des... Bien, François, une structure dans notre ouvrir 9 sujets reliés à la planification fiscale. Le gros sujet en capital, en au rire, on fait parler d'impôts, les CELI, qui ont ensuite les cotisations et les stratégies de investisseurs sur les prêts pour fin d'année. Et finalement, les acomptes trimestriels. OK, bien, on va commencer par les détails pour nos auditeurs, ces préoccupations pour optimiser. Bien, je suis tout à fait plusieurs mois qu'on est en planification avec nos clients. Ont d'importants gains dans leur portefeuille. Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais rappeler à nos auditeurs réaliser son impôt tant dans les comptes personnels taxables que les comptes taxables des sociétés de portefeuille. Les gains en capital réalisés dans les RIR, les FER et les régimes d'épargne-études sont reportés jusqu'au retrait des fonds. Et bien sûr, les gains en capital réalisés dans le CELI et le CELIAP ne sont pas imposables, particulièrement si le CELIAP est utilisé pour acheter une maison. Ouais. Donc, à l'approche de la fin de l'année, nos auditeurs doivent garder à l'esprit que si les marchés maintiennent leur niveau actuel jusqu'à la fin de l'année, ce sera la 3e année consécutive de rendement à 2 chiffres. S'ils ne l'ont pas déjà fait, c'est le moment idéal pour avoir la composition actuelle de leur portefeuille afin de vérifier effectivement qu'elles correspondent à leur stratégie d'allocation d'actifs à long terme.
James et les auditeurs vont probablement constater que la composition actuelle de leur portefeuille est nettement surpondérée en actions après les gains importants enregistrés depuis le creux de septembre 2022. Certains investisseurs pourraient ne pas vouloir rebalancer leur portefeuille et payer de l'impôt sur le gain en capital. Ils vont se contenter de modifier la composition à long terme de leur portefeuille pour l'aligner sur leur allocation actuelle. Par contre, je tiens à avertir nos auditeurs que cette stratégie modifie également le profil de risque de leur portefeuille. Je pense, François, que c'est un point très important que tu apportes. Les auditeurs devraient examiner la composition de leur portefeuille en termes de ce qui se trouve dans le panier sécure, ce qui est vraiment investi en obligations, et deuxièmement, de ce qui se trouve dans le panier volatile des actifs, les actions canadiennes, américaines, internationales, et finalement les REITs, qui sont aussi volatiles que les actions. Fait que la composition stratégique à long terme de votre portefeuille devrait être largement déterminée non seulement par votre tolérance au risque, mais aussi votre capacité à prendre des risques. Fait que chaque catégorie d'actifs a des rendements qui peuvent être traités différemment des fins fiscales. Fait que si vous investissez en dehors de votre régime enregistré, vous devez donc tenir compte des impôts. Il est préférable de placer les revenus fortement imposés dans un régime enregistré où ils seront à l'abri de l'impôt à chaque année. Les auditeurs doivent aussi s'assurer que s'ils ont des pertes en capital reporté, ils peuvent l'utiliser pour compenser les gains en capital qu'ils vont réaliser. Ils peuvent trouver ces informations sur les pertes en capital reporté sur leur dernier avis de cotisation qu'ils ont reçu de l'ARC ou directement sur le site web de l'ARC. François, maintenant, je crois qu'il serait bon d'aborder les stratégies de transaction pour optimiser les gains et pertes en capital imposables. Avant de transiger, les auditeurs devront préciser leurs gains et pertes en capital pour 2025. Fait que, pour faire ça, ils doivent commencer par obtenir le rapport sur les gains et pertes en capital réalisés depuis le début de l'année et leur conseiller ou la firme avec qui ils ont leur compte vont être en mesure de leur donner cette information. Mais ça s'applique seulement pour, encore une fois, les comptes personnels imposables. Ça s'applique aussi pour les comptes de société de portefeuille, mais dans ce cas-là, le rapport sur les gains et pertes réalisés doit être basé sur la fin de l'exercice fiscal de la société qui peut ne pas être le 31 décembre. Effectivement. Puis James, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, beaucoup de nos clients ont des gains non réalisés très importants dans leur portefeuille. Nos clients qui sont avec nous depuis plusieurs années ont bénéficié de l'avantage fiscal de reporter le plus longtemps possible les gains en capital grâce aux stratégies de gestion passive. Nous avons optimisé la réalisation des gains en capital sur la partie action du portefeuille au fil des années, mais je rappelle nos auditeurs que les décisions d'investissement doivent primer sur les considérations fiscales. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, François. C'est très important. Émotivement, c'est difficile pour certaines personnes de payer de l'impôt, fait qu'ils vont, ils vont tenter d'éviter ça à tout prix. Ben, ça signifie qu'il faut revenir à l'ingénierie du portefeuille. Il est toujours important de s'assurer que votre allocation d'actifs actuelle est conforme à votre allocation cible. La principale raison du rééquilibrage est de ramener votre portefeuille à son allocation cible. Dans un marché boursier en hausse, si vous ne rééquilibrez pas votre portefeuille, vous vous retrouverez toujours avec un pourcentage plus élevé en actions. Puis ça va le rendre plus risqué et plus volatile. Il est toujours préférable de rééquilibrer régulièrement son portefeuille et de prendre les profits plutôt que d'attendre une chute de marché pour le faire à votre place. Alors, François, pourrais-tu expliquer à nos auditeurs ta discipline de rééquilibrage? Bien, James, ce que je fais, c'est que je commence toujours par le processus de rééquilibrage dans les comptes enregistrés, car les ventes des positions qui ont pris de la valeur n'ont aucune conséquence fiscale. Par contre, le rééquilibrage dans un compte imposable peut entraîner des gains et des impôts à payer, comme on a mentionné plus tôt. Puis, une autre idée, c'est que pour les investisseurs qui doivent effectuer leur retrait annuel de leur FER avant la fin de l'année, je les invite à profiter de cette occasion-là pour rééquilibrer le portefeuille. J'ajouterais, François, les investisseurs doivent également être attentifs aux distributions de gains en capital de fin d'année des FNB et des fonds communs de placement qui ont généralement lieu en décembre.
Ces distributions résultent de la vente par les gestionnaires de fonds d'une partie de leurs avoirs au cours de l'année. Fait que si vous détenez des FNB ou des fonds communs de placement dans un compte imposable, vous devrez payer des impôts sur ces distributions. Oui, puis ce qui est important, c'est que contrairement aux distributions mensuelles ou trimestrielles qui sont versées en espèces, donc en cash, les gains en capital distribués en décembre sont réinvestis, ce qui signifie que vous ne recevez pas d'argent comptant ou d'espèces pour ces distributions-là. Donc, si vous détenez des titres dans un compte non enregistré ou imposable, vous devrez payer des impôts même si vous n'avez pas reçu d'argent. Fait que, j'ajouterais les FNB et les fonds communs de placement gérés de manière passive, comme les produits qu'on détient dans les comptes de nos clients, généralement ne distribuent pas d'importants gains en capital en fin d'année. Donc, on bénéficie de l'avantage de reporter le plus longtemps possible le gain en capital. Il est toujours judicieux, par contre, de consulter le site web de vos fournisseurs de FNB ou de fonds communs de placement en novembre. Généralement, ils vont publier des estimations des gains en capital pour l'année en cours. Puis dans certains cas, si les fonds distribuent un gain en capital qui est important, il peut être même intéressant de vendre le fonds pour éviter la distribution. Bien entendu, avant de vendre votre position, assurez-vous que ça n'entraînera pas un gain encore plus important sur votre transaction. De plus, si vous mettez en place un portefeuille avec de l'argent frais à l'approche de la fin de l'année, là, vous pouvez attendre la date ex-dividende avant d'acheter un fonds qui aura une grosse distribution de gains en capital. François, est-ce que tu as d'autres bonnes idées au niveau de rééquilibrage pour nos auditeurs avant la fin d'année? Oui, une autre stratégie importante en fin d'année est la vente à perte fiscale, ce qui consiste à réaliser des pertes en capital que vous pourriez avoir dans un portefeuille non enregistré, puis à utiliser ces pertes pour compenser les gains que vous avez réalisés cette année ou encore lors des 3 années précédentes. Cette stratégie peut vous permettre d'obtenir un remboursement intéressant si vous avez payé des impôts sur les gains au cours des 3 dernières années. Je conseillerais à nos auditeurs de prendre en compte 3 éléments avant d'effectuer des transactions dans leur portefeuille. Méfiez-vous des règles relatives aux pertes superficielles. N'oubliez pas l'impact des devises sur la vente d'un titre détenu en devises étrangères. Et gardez à l'esprit que le dernier jour de négociation pour le règlement en 2025 est mardi le 30 décembre. Mais François, partageons maintenant avec nos auditeurs quelques stratégies en lien avec la vente à perte à des fins fiscales. Je voudrais préciser, la règle fiscale stipule que toute perte que vous n'avez pas utilisée au cours de l'année en cours, elle peut être reportée sur les 3 années précédentes ou reportée indéfiniment dans le futur. Pour pouvoir utiliser une perte au cours de l'année en cours, la transaction doit être réglée avant la fin de l'année, comme tu as mentionné, qui est mardi le 30 décembre pour fin de règlement. N'oubliez pas que pour éviter que la perte soit considérée comme perte superficielle, il est important que vous ou une personne affiliée ne rachetiez pas une position identique dans les 30 jours précédents ou suivant la vente. Mettons que la personne a dit « Regarde, j'ai une perte là-dessus, mais je ne veux vraiment pas la vendre. » Je cristallise la perte parce que j'ai d'autres gains que j'ai réalisés pendant l'année. Puis là, je vais attendre 30 jours avant de racheter. Mm-hmm. As-tu d'autres stratégies de rééquilibrage à proposer à nos auditeurs, François? Oui, si un investisseur estime avoir déjà réalisé beaucoup de gains en capital en 2025, il peut toujours retarder la vente et reporter certains gains à 2026 s'il est confortable avec les niveaux de risque actuels de son portefeuille. En général, on n'aime pas reporter les gains à une autre année fiscale, surtout si le portefeuille a besoin d'être rebalancé, parce que les marchés peuvent changer rapidement de bord. Là. Mais là encore, si vous êtes à quelques jours de la fin de l'année, vous pouvez probablement attendre l'année prochaine pour rebalancer. James, maintenant, est-ce qu'on parlait des stratégies qui consistent à donner des actions, faire des dons d'actions? Que doivent savoir nos auditeurs pour le 31 décembre, avant le 31 décembre? Eh bien, François, pour de nombreux contribuables à revenus élevés, donc c'est nos clients, le don de titres cotés en bourse avec d'importants gains en capital accumulés en nature à un organisme de bienfaisance ou à une fondation enregistrée, et c'est vraiment une stratégie de planification
hors pair en fin d'année. Et c'est vraiment très populaire. Nos auditeurs devront également, par contre, faire attention s'ils veulent mettre en place ce genre de stratégie. Ils doivent vraiment faire attention, comme je dis, s'ils prévoient de faire des dons afin de ne pas enfreindre les règles de l'impôt minimum de remplacement, le fameux IMR. Ouais. C'est une stratégie de planification fiscale de fin d'année qui est intéressante, ça, parce qu'on obtient un reçu fiscal correspondant à la juste valeur marchande des titres qui ont été donnés. Oui, François, ça va plus loin que ça, autant en termes d'avantages. Mais je dois souligner, les contribuables, ils doivent planifier leurs dons en nature bien avant la fin de l'année parce que ça prend du temps coordonner ça avec l'organisme de bienfaisance. Et donc, il faut vraiment prévoir du temps, pas laisser ça vraiment à la dernière minute. Et comme tu l'as dit, François, si vous faites don de titres cotés en bourse ou de fonds communs de placement à une œuvre caritative, vous recevez non seulement un reçu de don correspondant à la juste valeur marchande du don, mais tout gain en capital sur le titre sera soumis à un taux d'inclusion nul. Donc, ça élimine tout impôt sur le gain en capital. Fait que ça, c'est vraiment le deuxième élément qui motive les clients à faire ce genre de don et c'est vraiment super intéressant. Et ça peut être considéré aussi dans un processus de rééquilibrage, là, de faire le don d'actions qui sont Exactement, une pierre deux coups. Oui. James, il serait peut-être aussi utile de familiariser nos clients ou les auditeurs avec la règle de l'impôt minimum de remplacement que tu as mentionné tout à l'heure, là, et les instances sur les dons importants. Oui, en effet, François, mais on abordera l'IMR un peu plus tard dans notre podcast, donc on y reviendra. OK. Donc, prochain sujet, c'est les REER. James, qu'est-ce que tu veux nous dire sur les REER? Je veux juste faire le point sur les règles de contribution, les limites, pardon, de contribution. Fait que le plafond de cotisation maximale au REER pour l'année 2025 est de 32 490 $. Les auditeurs peuvent trouver leur plafond de cotisation au REER sur leur avis de cotisation fédérale de 2024. Ce montant inclut les droits de cotisation inutilisés reportés des années précédentes. Le plafond de cotisation maximale au REER pour 2026 sera augmenté à 33 810 et évidemment, ça, c'est pour les auditeurs qui aiment cotiser tôt en janvier, donc bénéficier du report d'impôt le plus rapidement possible. J'aimerais souligner aussi que les propriétaires d'entreprises qui ont le contrôle sur leur salaire devraient envisager de déclarer un salaire T4 d'au moins 187 833 $ pour l'année civile se terminant le 31 décembre 2025. Ça va leur permettre d'obtenir le plafond de cotisation maximale au REER, comme j'ai mentionné tantôt, de 33 810 $ pour 2026. Oui, j'ajouterais aussi, James, que ces auditeurs ont atteint l'âge de 71 ans cette année. Ils doivent convertir leur REER en fer avant le 31 décembre. Mais ma suggestion ici, c'est qu'ils effectuent leur dernière cotisation au REER avant de convertir leur REER en fer. Maintenant, James, le prochain sujet, c'est les CELI. Qu'est-ce que tu veux partager avec nos auditeurs? Non, ben le fameux CELI, c'est vraiment super impressionnant de faire des rencontres clients de ce temps-ci de l'année avec les gros gains. Les CELI sont énormes et quand les deux conjoints l'ont fait, ils ont accumulé des gros montants. Et puis ça, c'est vraiment pas payé d'impôts. Il y a pas mieux que ça, puis c'est légal. Fait que la première chose que je dirais aux auditeurs, c'est de s'assurer d'utiliser correctement leur CELI. On voit beaucoup de nouveaux clients qui n'ont pas de compte d'épargne libre d'impôt ou qui l'ont utilisé comme un compte d'épargne où on fait des contributions, on fait des retraits constamment. Et c'est vraiment à déconseiller. Fait qu'on doit vraiment considérer le CELI comme un moyen d'accumuler de la richesse à long terme. Effectivement. Voyons maintenant les règles de cotisation. Si on a un compte CELI, on peut mettre 7 000 $ de contribution pour 2025 sur le nouvel espace. Si on n'a jamais cotisé au CELI, on peut cotiser jusqu'à 102 000 Pour savoir notre espace de cotisation, on peut consulter le site de l'ARC.
Mais vraiment faire attention si pour les investisseurs qui ont des comptes à deux places, vraiment, on peut être en mode surcontribution. Fait qu'il faut, on le recommande en fait, c'est pas obligatoire, mais on recommande d'effectuer des cotisations avant la fin de l'année pour que l'argent fructifie et croît à l'abri de l'impôt le plus tôt possible. Il n'y a par contre pas de date limite pour cotiser un CELI. Fait que c'est pas comme les règles de rire. Les droits de cotisation inutilisés sont reportés. C'est pour ça que j'ai suggéré tantôt de vérifier avec l'ARC notre espace disponible. Effectivement. D'autre part, François, si un auditeur prévoit effectuer un retrait de son CELI, j'envisagerais le faire avant la fin de l'année afin de pouvoir cotiser à nouveau dès janvier 2026. Si on attend de faire le retrait, puis on le fait en début de 2026, mais il va falloir qu'on attende pour remettre l'argent à l'année suivante, soit 2027. Fait que, finalement, j'ajouterais pour les auditeurs qui ont déjà fait des retraits de CELI, n'oubliez pas, vous ne pouvez pas recontribuer le montant avant l'année prochaine. Oui. J'ajouterais aussi que l'ARC a annoncé la limite de CELI pour l'année prochaine. La limite en dollars ne sera pas augmentée, elle restera à 7 000. Donc, comme toujours, comme tu viens de le dire, toujours préférable d'effectuer notre cotisation le plus tôt possible dans la nouvelle année. Donc, maintenant, on a parlé du CELI, on va regarder le CELI App. Ce programme a été lancé en 2023, c'est donc la 3e année de cotisation pour ceux qui ont ouvert leur compte cette année-là. Donc, James, peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, François. Le CELI App, c'est vraiment un régime extraordinaire pour les contribuables qui n'ont pas acheté de première maison. Évidemment, la plupart de nos clients ont des maisons, fait que le régime, il s'applique souvent, c'est pour leurs enfants. Fait qu'on les conseille par rapport à ça. Les règles sont compliquées. Première des choses, ça fonctionne comme un CELI, mais aussi comme un régime d'épargne retraite, un RIR. Donc, je pense qu'il vaudrait la peine qu'on explique un peu les règles. Fait qu'on peut verser 8 000 $ par année de contribution. On peut contribuer jusqu'à un maximum de 40 000, donc mettons 5 années à 8 000 $. L'argent est généralement déductible d'impôt comme le RIR. Lorsqu'on cotise, on n'est pas obligé de prendre la déduction. On peut attendre des années plus tard. Les jeunes sont aux études et ils n'ont pas beaucoup de revenus imposables. Et on peut garder le CELI App ouvert pour 15 ans. Fait que ça permet de faire fructifier les contributions le plus longtemps possible. Quand vient le temps d'avoir besoin de ces fonds accumulés pour acheter une maison, pendant les 15 ans, mais l'argent peut être retiré en franchise d'impôt. C'est ça qui est super intéressant. Fait qu'on a une contribution qui a été déductible, puis en plus, on peut tout retirer en franchise d'impôt. Fait que même si on ne cotise pas immédiatement, le simple fait d'ouvrir un CELI App avant le 31 décembre, ça ouvre notre espace de contribution de 8 000 $. Fait que, mettons, on n'a pas l'argent, mais on va l'avoir l'année d'après. Mais on pourra faire le 8 000 de l'année d'après avec le 8 000 qu'on n'a pas pu contribuer cette année. Fait que c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Fait que pour ceux qui ont l'intention d'acheter une maison, c'est vraiment un incontournable, puis on recommande de commencer le plus tôt possible. Oui, puis juste revenir ici, les règles de CELI App sont très complexes. Les cotisations de 2025 doivent être versées avant le 31 décembre pour être déductibles en 2025. Il est préférable de demander l'avis d'un expert pour bien comprendre les avantages de cotisation CELI App par rapport à son REER ou à son CELI. Maintenant, James, est-ce qu'on peut parler des régimes d'épargne études? Oui, une autre bébête qui est super compliquée, souvent dans les rencontres clients. On passe beaucoup de temps parce que c'est une passion de nos clients, l'éducation de leurs enfants. Donc, je vais commencer, il y a 2 volets que je vais adresser, mais je vais commencer par le volet des cotisations. Bon, elles sont plafonnées à 5 000 $ pour une année, soit 2 500 pour l'année en cours et 2 500 pour une année de rattrapage si on n'a pas cotisé le maximum depuis que l'enfant est né. Les cotisations donnent droit à une subvention fédérale de 20 % et au Québec à une subvention provinciale de 10 %. Donc, on a un rendement quasiment garanti de 30 % de ce qu'on met.
et on peut cotiser pour un enfant bénéficiaire jusqu'à l'année de ses 17 ans. Alors, s'il vous reste moins de 7 ans avec votre enfant bénéficiaire atteigne l'âge de 17 ans et que vous n'avez pas maximisé vos cotisations de régime d'épargne études, bien, vraiment, envisagez de faire votre 5 000 avant la fin du 31 décembre 2025. Il y a une limite de 7 200 des subventions fédérales. Donc, c'est atteint avec 36 000 de cotisation à 20 Donc, si on a contribué depuis que l'enfant est né, on atteint ça à 14 ans à peu près. Pour ceux qui ont manqué des années, évidemment, c'est une question de rattrapage et s'il reste assez d'années. Maintenant, je vais examiner le deuxième volet au niveau de planification fiscale pour les régimes d'épargne études. Puis ça, c'est le volet des retraits. Fait que, vraiment, François, comme tu sais, quand il s'agit d'épargner pour les études, beaucoup de parents, ils sont vraiment disciplinés, ils prennent le temps de bien comprendre comment optimiser les cotisations. Mais quand vient le temps de passer au décaissement, c'est pas mal plus compliqué. Fait que nous autres, on aide nos clients en créant des chiffriers personnalisés de décaissement et vraiment, il faut connaître ce qui va se passer au niveau des revenus de l'enfant. Mais on préconise faire des retraits dès qu'ils ont 18 ans, même si leurs frais de scolarité ne sont pas élevés, sont au cégep. Donc, la meilleure façon de retirer les fonds, c'est vraiment de commencer tôt. L'enfant, s'il n'en a pas tout de besoin, il peut le mettre dans un CELI ou un CELIAP et commencer à investir libre d'impôt. Si les enfants fréquentent actuellement l'école postsecondaire, il est possible d'optimiser ces retraits en tirant parti de tous les crédits personnels pour étudiants, y compris le montant personnel de base et les crédits pour frais de scolarité. Fait que vraiment, on veut retirer la partie imposable, qui est les subventions et les gains, sont imposables au nom de l'enfant. Les contributions ne sont pas imposables du tout parce qu'il n'y a pas eu de déduction pour ces contributions-là. Donc, on veut optimiser les retraits imposables au nom de l'enfant dans les années où les revenus sont vraiment bas. Donc, l'analyse des revenus et des crédits prévus pour l'étudiant en 2025, c'est vraiment essentiel avant de faire le retrait de cette année. Mais ne manquez pas votre coup si vos enfants sont aux études, ça ne coûte pas cher, sont à la maison, si les frais de scolarité sont bas, ça peut quand même valoir la peine de faire des retraits des régimes d'épargne études. OK? Oui. Excellent. Donc, notre prochain sujet, c'est les stratégies de fractionnement de revenus. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, James? Bien, il y a plusieurs stratégies de fractionnement de revenus, mais pour les investisseurs, celle qu'on va aborder aujourd'hui, c'est exemple, le prêt entre conjoints. Quand on a une situation fiscale où un conjoint a des taux marginaux beaucoup plus bas que l'autre. Historiquement, nous, on a mis ces stratégies-là en place quand les taux d'intérêt de l'ARC le taux prescrit était 1 ou 2 %. Avec la flambée de l'inflation après la pandémie, le taux prescrit a augmenté de façon dramatique et cette stratégie-là n'avait plus de sens. Maintenant, au troisième trimestre 2025, le taux a baissé à 3 % le taux prescrit de l'ARC. Fait que, selon nous, ce taux-là demeure trop élevé pour justifier de mettre en place des nouveaux prêts entre conjoints. Si le taux baissait à 2 %, ben, ça vaudrait la peine d'envisager de nouveau les prêts de stratégie entre conjoints. Fait que je vais l'expliquer simplement pour nos auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est que l'idée, c'est qu'un conjoint prête à l'autre, exemple 100 000 $, mais il faut que le conjoint qui emprunte l'argent de l'autre paye les intérêts par un mois après la fin de l'année fiscale. Le conjoint qui reçoit l'argent, les intérêts, doit le déclarer, sa déclaration, puis le conjoint qui paye l'intérêt peut réclamer une déduction fiscale. Mais à long terme, les gains qui sont réalisés sur le portefeuille du conjoint qui a des taux marginaux plus bas fait en sorte qu'ils peuvent s'accumuler un capital à leur nom à des taux d'impôt plus bas. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour les stratégies de fractionnement, François. Oui, puis notre prochain sujet en matière de planification fiscale porte sur la manière de rendre vos intérêts déductibles d'impôt. Si vous avez emprunté de l'argent, essayez de rendre vos frais d'intérêt déductibles à des fins fiscales. Souvent, quand on a des conversations avec des clients, exemple, on a une hypothèque sur sa résidence principale,
les intérêts ne sont pas déductibles. Donc, si je rembourse mon hypothèque, c'est un rendement garanti du taux parce qu'on paye l'hypothèque avec des dollars après impôt. Fait que dans cette situation-là, évidemment, on a un choix à faire. Mais souvent, les clients ont des comptes taxables et ils ont des dettes non déductibles. Et dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est de considérer de vendre des placements ou prendre de l'encaisse qu'on a, rembourser la dette non déductible et se revirer de bord, puis emprunter pour réinvestir, puis refaire des investissements. Et comme ça, on rend les taux, les intérêts qu'on paye déductibles. Pour qu'elles soient déductibles, il faut que les emprunts soient à des fins commerciales ou d'investissement. Puis c'est seulement dans ces situations-là qu'on peut déduire les frais d'intérêt. Et si donc, comme j'ai dit, il y a des stratégies où on peut adopter, où les gens ont des placements, mais des intérêts non déductibles. Fait que de cette façon, on optimise les rendements si les intérêts sont déductibles. Fait que ce qu'on dit toujours, c'est d'envisager de rembourser d'abord toute dette non déductible dans la gestion de son cash flow. Maintenant, on va revenir à l'IMR, l'impôt minimum de remplacement, comme on l'a mentionné un peu plus tôt. Ce serait bon de partager avec l'auditeur c'est quoi les règles de l'impôt minimum de remplacement qui sont entrées en vigueur au cours de l'année fiscale 2024. Donc, James, peux-tu nous parler brièvement du fonctionnement de l'IMR? Oui, François, mais je préciserais que le fameux IMR, ou l'impôt minimum de remplacement, a été introduit avec la réforme fiscale des années 90. Donc, ce qui a été fait en 2024, c'est que le gouvernement fédéral a réalisé que certains contribuables utilisaient de façon agressive des stratégies fiscales d'abris fiscaux pour réduire leur impôt à un niveau très bas. Et finalement, ils ont décidé que ça, c'était pas correct. Fait qu'ils ont introduit le nouveau taux d'impôt minimum à 20 des revenus. Donc, c'est vraiment pour limiter les déductions et les exemptions au crédit d'impôt pour qu'on paye, entre guillemets, notre juste part d'impôt. Fait que dans le cadre du système IMR, on doit faire un calcul d'impôt parallèle qui vraiment permet moins de déduction, d'exonération de crédit que dans le cadre du calcul normal de l'impôt sur le revenu. Fait que si le montant de l'impôt calculé sur le système IMR est supérieur au montant de l'impôt selon le système fiscal normal, la différence due correspond à l'IMR payable pour l'année. Je tiens à souligner que l'IMR touche très peu de contribuables. Pour 2025, l'IMR s'appliquera aux contribuables qui génèrent plus de 177 882 $ de revenus imposables. Pour les investisseurs, l'IMR s'applique réellement s'ils prévoient de faire d'importants dons caritatifs ou s'ils réalisent des gains en capital très importants qui seront beaucoup plus élevés que leurs autres revenus imposés aux taux normaux. Certains clients qui exercent des options d'achat avec les actions de leurs employeurs peuvent aussi être impactés par l'IMR. Oui. Si un contribuable prévoit faire des dons de bienfaisance importants, seuls 50 % du crédit d'impôt pour dons sera pris en compte dans le calcul de l'IMR. Deuxièmement, si vous faites des dons en nature de titres cotés en bourse, 30 % des gains en capital sur ces titres seront inclus dans le calcul de l'IMR. On recommande à nos auditeurs de consulter, bien évidemment, leur conseiller fiscal bien avant la fin de l'année afin de déterminer les stratégies qui pourraient les aider à réduire leur exposition à l'IMR. James, qu'en est-il des acomptes provisionnels pour 2025? Quels conseils peux-tu donner à nos auditeurs? Bon, les fameux acomptes provisionnels, donc ça impacte les travailleurs autonomes, mais surtout nos clients retraités qui ont des revenus de source où on n'a pas d'impôt retenu à la source. Contrairement aux employés qui ont des T4. Donc, il faut verser des acomptes tous les trimestres, donc le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre. Donc, le prochain versement pour le 15 décembre est dû et c'est vraiment une opportunité pour les investisseurs de faire le point sur les revenus qu'ils ont gagnés à date pour établir si oui ou non ils doivent faire le versement final demandé.
Fait que, sur ce, c'est plus un rappel qu'on fait à nos auditeurs de ne pas oublier de faire ce calcul-là. Puis sur ça, je ferai une mise en garde. Si on n'a pas versé assez d'impôts, c'est-à-dire qu'on n'a pas versé les montants demandés par l'ARC et la MRQ, on peut se retrouver avec une dette fiscale importante le 30 avril et dans ce cas-là, on pourrait risquer de payer des intérêts sur les montants impayés en acompte trimestriel. Ce qui est toujours plus prudent de payer les montants demandés, sauf vraiment si votre revenu en 2025 est considérablement plus bas par rapport à celui de 2024. Oui. James, as-tu d'autres suggestions pour nos auditeurs en fin d'année? Oui, j'en ai quelques-uns, mais premièrement, ne pas oublier de payer les frais d'investissement afin de bénéficier d'une déduction pour l'année fiscale en cours. Ça comprend les intérêts sur les emprunts qui sont déductibles, mais c'est aussi les frais de conseil en investissement engagés pour la gestion des comptes non enregistrés. Pour nos auditeurs retraités, le redoutable récupération de la sécurité de vieillesse est toujours une préoccupation majeure. Le seuil pour 2025 est fixé à 93 454 $, soit une augmentation par rapport aux 90 997 $ en 2024. Vous devez vous assurer que vos revenus ne dépassent pas les seuils de récupération, sinon les contribuables doivent rembourser la sécurité de vieillesse à la hauteur de 15 % de leur revenu net de 2025 supérieur au seuil de 93 454 $. En d'autres termes, pour chaque dollar au-dessus de ce seuil, on doit rembourser 15 cents de la PSV reçue. Donc, le montant total de la sécurité de vieillesse doit être remboursé si un contribuable a un revenu net supérieur à 151 668. Mais ça s'applique à ceux qui sont âgés entre 65 et 74 ans. Pour les contribuables âgés de 75 ans ou plus, le seuil est plus élevé, soit un revenu net supérieur à 157 490. Donc, en fait, François, comme on dit avec nos clients, la récupération de la sécurité de vieillesse équivaut à une forme de double imposition. La sécurité de vieillesse étant une prestation individuelle, elle n'est pas basée sur le revenu familial, mais plutôt récupérée en fonction du revenu imposable de la personne. Oui. Quand on a parlé de gain en capital, plutôt une des stratégies pourquoi on pourrait différer à une autre année de réaliser plus de gains, comme quand on est à la fin de l'année comme ça, c'est pour éviter aussi la récupération. Là, c'est un très bon point que tu apportes, François. Donc, James, comment est-ce que tu aimerais conclure le podcast aujourd'hui? François, comme à chaque année, quand on parle de planification fiscale de fin d'année, j'aimerais rappeler à nos auditeurs la planification fiscale doit être effectuée tout au long de l'année. N'attendez pas la fin de l'année pour optimiser vos impôts. Oui, tout à fait, James, et j'espère que l'information partagée sera utile pour nos auditeurs. Je tiens également à rappeler que nos commentaires et conseils dans ce podcast sont de nature générale et tous nos auditeurs devraient consulter leurs conseillers fiscaux et financiers. Sur ce, je te remercie, James, d'avoir partagé ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 81e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. Également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et sur toutes nos publications. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 24 décembre. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour nos derniers blogs. Merci et à bientôt.